Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, depuis notre dernière assemblée plénière, le cycle électoral s'est complètement achevé. Nous avions parlé des municipales et je voudrais revenir sur les élections dans nos intercommunalités qui sont un échelon structurant pour notre territoire, un échelon de dialogue privilégié avec la région Normandie, celui avec lequel nous nouons les contrats de territoire en particulier. Celui du dialogue non partisan également, avec la construction, je le disais, de projets stratégiques. Et je voulais me réjouir de l'élection de nombreuses personnalités qui s'inscrivent dans cette culture du dialogue et qui enracinent d'une certaine manière encore davantage les convictions pragmatiques de la Normandie conquérante, à commencer par les membres de la majorité qui ont été élus lors de ces élections communautaires. Je pense à Catherine Gournay-Lecomte, Sophie Gauguin, Guy Lefranc, Virginie Luttrot, Éric Herbet ou Agnès Laloy. Ils sont le symbole de cette Normandie enracinée des territoires avec laquelle la région investit aujourd'hui dans le cadre de ce dialogue privilégié. Nous sommes dans une assemblée plénière qui est marquée par le cycle budgétaire. Le budget, ce ne sont pas que des lignes comptables, bien évidemment, c'est un cap politique, une volonté politique affermie et qui est, nous le savons, fortement contrainte par les décisions de l'État et par un contexte national marqué par la défiance à l'égard des collectivités territoriales. Un État qui empile les normes, qui complexifie, qui dépense et qui se tourne vers les collectivités territoriales pour présenter la facture, sans leur dire d'ailleurs l'horizon qui est le leur, avec une brutalité dont je crois nous pouvons, au-delà de nos différences, être d'accord sur ces bancs, sur la façon dont l'État procède. Et oui, je crois que les uns et les autres, nous sommes d'accord pour participer à l'effort de redressement des comptes publics, mais nous ne pouvons pas le faire dans ce climat de défiance et avec cette incertitude, cette logique court-termiste qui fait que l'on projette dans nos collectivités un budget sans savoir quelle sera la ligne dans les mois et les années qui viennent, d'où les corrections que nous devons apporter. Et j'ai bien entendu, de ce point de vue, l'appel de Laurent Bonneter. Alors il fait chaud, mais il ne faut pas s'enflammer quand même, parce que je crois que depuis 10 ans, nous constatons, chers collègues, que cette défiance s'amplifie à l'égard des collectivités territoriales. Il sera question tout à l'heure avec Jonas Haddad de l'apprentissage, qui a été présenté comme un grand marqueur de réussite de ce quinquennat, et nous sommes dans la vérité des prix aujourd'hui. Avec, le président le disait tout à l'heure, des budgets qui ont été totalement aujourd'hui supprimés pour les régions, preuve que la régulation publique qu'on nous promettait encore comme possible à l'époque, lorsque nous avons été sur tous ces bancs mobilisés contre la réforme, eh bien, preuve que la promesse n'a pas été tenue, preuve aussi dans cette vérité des prix que les courbes aujourd'hui descendent, parce que, eh bien oui, quand on baisse les aides massives aux entreprises et que le coût au contrat baisse lui aussi, on arrive dans une réforme qui n'était pas du tout celle qui était promise. Et oui, je le crois aussi, le compte n'y est pas sur les relations de confiance entre les collectivités territoriales et l'État, et elle n'y est pas du tout dans le contexte parlementaire que nous connaissons aujourd'hui. Laurent Beauvais y a fait allusion à plusieurs reprises. Le Premier ministre nous a annoncé au mois d'octobre le grand soir de la décentralisation et de la déconcentration. Alors on allait voir ce qu'on allait voir. La simplification, la fluidification des rapports entre les collectivités et l'État et le retour de la confiance. Bon, le résultat de tout cela, c'est que nous discutons à partir de demain d'un texte qui est un véritable fourre-tout, un catalogue de petites mesures qui ne sont d'ailleurs même pas demandées par les élus sur le volet simplification, avec quelques petites avancées à la marge, mais enfin on est quand même très loin du grand soir de la décentralisation. Et tenez-vous bien, la semaine prochaine, on va discuter d'un texte sur l'État local, qui est un texte, alors que nous expliquons les uns et les autres, depuis des mois, depuis des années, qu'il y en a assez des schémas. Il y en a assez de ces schémas prescriptifs, non prescriptifs, qui créent de la dépense publique, qui créent de la norme, qui créent de la contrainte et qui créent du contrôle de l'État sur les collectivités. Article 2.1 de ce projet, création d'un nouveau schéma, une stratégie nationale d'aménagement du territoire avec leur déclinaison, les contrats d'aménagement de territoire, avec ce que ça signifie pour les régions, qui seront percutées, si jamais, mais je ne crois pas, cet article devait passer, sur les CPIER et sur la façon de discuter en confiance avec l'État
Article 2, décontractualisation dont le Conseil d'État lui-même dit qu'elles sont dépourvues de toute effectivité normative. Une conférence obligatoire de dialogue dans les départements présidée par les préfets sur les services publics en réseau. Et puis, là aussi, signe de la confiance rétablie entre l'État et les collectivités, le pouvoir de substitution du préfet généralisé en cas de carence des collectivités territoriales. Je crois qu'on peut mieux faire en matière de confiance et je crois en effet que le temps de la rupture va venir pour permettre une rupture forte, pour permettre aux collectivités d'être de nouveau considérées dans le pays et pour permettre de voter des budgets qui puissent se faire avec une visibilité et un rapport de confiance. Alors le cap que nous avons choisi il y a 10 ans, nous pouvons le poursuivre malgré tout, et il se lit dans les chiffres que présentera notre collègue Virginie Luttrot tout à l'heure. Nous étions dans 2 régions qui, de façon chronique, étaient dans un niveau de sous-investissement extrêmement fort, 376 millions seulement il y a 10 ans avec les 2 régions. Nous sommes aujourd'hui en moyenne à plus de 700 millions et plus de 660 sur ce mandat, ce qui prouve que nous avons pu augmenter très fortement l'investissement, ce qui est la ligne politique de la Normandie conquérante, tout en maîtrisant le fonctionnement, ça se voit cette année avec 31 millions d'économies, et en maîtrisant fortement la dette qui est à 405 € par habitant contre 538 en moyenne au niveau national, à une capacité de désendettement qui est en dessous des 4 ans. Je crois que ce cap politique budgétaire se lit sur les résultats. Il n'est pas de hasard à ce que la région Normandie, sur le premier trimestre, voit les défaillances d'entreprises baisser, reculer fortement de plus de 12%, là où partout dans notre pays, elles augmentent, et elles augmentent très fortement. Et il faut le dire aussi, il y a 10 ans, nous étions à la traîne dans l'ensemble des classements économiques. Cette assemblée plénière est donc marquée par la fin du cycle électoral, par un cycle budgétaire qui se poursuit dans le contexte que je viens de décrire, et elle est marquée également par l'agriculture. Je veux le dire parce que depuis plusieurs années, le contexte de notre pays se dégrade lentement. D'un pays exportateur, il est devenu un pays dépendant aujourd'hui, alors même qu'aucune profession n'a dû subir autant d'adaptations, autant de contraintes depuis ces dernières années pour être à la hauteur des normes que l'on attend de cette profession. La région Normandie, de façon pragmatique, avec Clotilde Dier, depuis 10 ans, elle a choisi de ne pas soutenir un modèle plutôt qu'un autre. Elle a choisi d'être pragmatique et elle a choisi d'aider des projets qui sont des projets familiaux, des projets de vie, des projets de renouvellement générationnel, avec une exploitation sur 2 qui a été soutenue. Oui, la souveraineté alimentaire et son retour dans notre pays passe par la Normandie, et le livre blanc que nous présentera tout à l'heure notre collègue, va dans ce sens, sans faire que les agriculteurs soient soumis à des contraintes supplémentaires auxquelles ils sont déjà très fortement soumis par ailleurs. Car oui, je crois que la majorité régionale, elle a aussi une ligne en matière de normes, c'est de ne pas rajouter de la contrainte à la contrainte. Nous avons, je veux répondre à Rudy l'orphelin, tous les uns et les autres, une sensibilité environnementale. Mais en effet, l'écologie ne peut pas être captée par une formation politique. Ça, c'est pas possible. Parce que, d'ailleurs, il y a quand même la meilleure preuve de tout cela, c'est qu'il y a une sensibilité très forte de nos concitoyens aux enjeux environnementaux. Toutes les études d'opinion le montrent. Et pour autant, le décalage, c'est que vos scores électoraux, ils sont quand même très loin de capter ces préoccupations environnementales. Parce que ce que veulent nos concitoyens, c'est une écologie de la responsabilité, pas celle de la punition, ni celle de l'interdiction. Ils veulent une écologie qui offre un cap, pas celui qui offre toujours des contraintes. Alors oui, nous assumons en effet de soutenir fortement le ferroviaire, et nous le faisons depuis 10 ans de façon massive avec des taux de satisfaction qui sont aujourd'hui très élevés chez les usagers. Nous le faisons en augmentant le nombre de liaisons ferroviaires très fortes, avec le marché de l'étoile de Caen qui va permettre encore plus d'intensifier à un meilleur coût pour la région ces liaisons ferroviaires. Et nous le faisons sans opposer les modes de transport les uns aux autres. Oui, nous avons soutenu et nous soutenons des projets routiers, je veux le dire. Nous le soutenons, mais avec une contrainte budgétaire qui est désormais celle qui est la nôtre, et avec la réalité que des élus locaux, qu'on ne bat pas contre la volonté des élus locaux. Le président de région, d'ailleurs, l'a dit, il soutient le projet de contournement au hasard de Cherbourg-en-Cotentin, parce que ce projet, il est soutenu massivement par les élus locaux, et que ce projet, il a été confirmé lorsque le président de région a parlé de l'équilibre entre les routes et le train. Il a parlé de ce projet comme un exemple de projet qui continuera d'être
fortement soutenu et je voulais le rappeler ce matin. Je veux terminer par la question de la culture. Je crois qu'il ne faut pas faire de mauvaises polémiques ni de fausses polémiques sur la question de l'Armada. On ne parle pas d'un retrait de la région, on parle d'un changement d'organisation du mode de gestion des choses. Je crois que depuis quelques semaines, on voit les résultats de les politiques depuis 10 ans. Il y avait, pour les collègues qui étaient là, dans les commémorations du 6 juin, plus de monde que jamais. Il y avait des gens qui s'appropriaient le drapeau normand comme jamais, pas simplement parce qu'ils étaient fiers d'être normands, mais parce qu'ils étaient fiers des valeurs que porte la Normandie et dont ils se sont estimés dépositaires aussi à ce moment-là. Je crois que depuis 10 ans, nous le voyons, il y a une identité forte qui se crée dans la région, un bonheur de vivre en Normandie, des résultats économiques qui d'ailleurs répondent à cette identité qui est très forte. Je crois que le succès de Normandie impressionniste, comme la préparation du millénaire Guillaume qui se fait dans l'enthousiasme, qui se fait avec la mobilisation de concitoyens dont on n'aurait pas pensé qu'ils se mobilisent pour un tel projet, montre qu'il y a quand même des raisons d'espérer et que dans ces raisons d'espérer, il y a la Normandie comme région qui aujourd'hui apparaît dans toutes les études d'opinion comme une région où il fait bon vivre, où les politiques portent encore leurs fruits malgré le contexte que j'ai rappelé. Et c'est sur ces paroles positives, enthousiastes, que je voudrais terminer mes propos. Oui, la Normandie a été conquérante et elle continuera de l'être dans les prochains mois et dans les prochaines années, je l'espère. Je vous remercie.